Oui, alors j'écoute. Très bien, commissaire. Le Titanic. Un dossier que nous n'avons pas ouvert depuis très très longtemps. Alors. Bien sûr. Le navire Titanic n'aurait pas sombré, mais c'est son frère, l'Olympique, qui aurait coulé à sa place. Ah oui, quelle bonne idée. Le navire aurait survécu s'il avait heurté l'iceberg de plein fouet. Tant qu'à faire. La mer était calme et, bien sûr, la lune n'était pas là. Des théories et des théories. Non, nous, on en a une très bonne théorie. Une personne et le meneur de ce raffut aurait orchestré la chute du Titanic. Et oui, il aurait pu vouloir tuer les occupants du Titanic ou tout simplement faire sombrer le Titanic pour des questions politiques, économiques ou politiques, je pense. En effet, très bonne idée, James. Le Titanic, d'une hauteur de 269 mètres, a fait de lui le navire le plus grand et le plus luxueux de son temps. Le Titan des mers fait 28 mètres de large, un poids de 46 328 tonnes, d'une hauteur de 52 mètres et seulement 10,5 mètres sous les eaux. Possédait 3 moteurs et 29 chaudières, et enfin 7 ponts dont 4 pour la première classe seulement. Mais la nuit du 14 au 15 avril 1912, tout a basculé. À 23h40, le navire heurte un iceberg. Il faut moins de 3 heures pour que le navire disparaisse à 3821 mètres de profondeur dans l'océan Atlantique. Que s'est-il vraiment passé? Y avait-il des conflits ressurgis du passé? Ou alors des bénéfices à se faire dans le futur? Nous allons mener l'enquête. Mais qui dit enquête, dit suspect. Et des suspects, nous en avons. Nom, prénom. Thomas Andrews. Quel âge au moment des faits? 39 ans en 1912. Et qui étiez-vous? J'étais l'architecte du Titanic. Avez-vous survécu? Non. C'est dommage. Moi, si j'étais le véritable coupable, je ne serais pas suicidé juste après. C'est peut-être pas le coupable. Pour combien de personnes les canaux auraient dû convenir? Il aurait dû y avoir des canaux pour un peu plus de la moitié des passagers. Et pourquoi n'y avait-il pas assez de canaux pour tout le monde? J'en ai fait la demande, mais les hautes sphères de la compagnie ne l'ont pas permis. Merci. Nom, prénom. William Murdoch. Âge au moment des faits qui vous sont reprochés. J'avais 39 ans en 1912. Ah, vous aussi. Et vous étiez qui? J'étais le premier officier du Titanic. Êtes-vous mort? Oui, malheureusement. Décidément, nous avons affaire qu'à des morts. Cependant, des personnes vous ont surpris en train de tirer sur la foule. Il est vrai que nous étions équipés de pistolets afin de tirer en l'air. Mais dans la panique, dans la bousculade, le coup est parti tout seul. Alors, de désespoir, je me suis tiré une balle dans la tête. Merci de votre sincérité. Nom, prénom. Bruce Ismay, Âge au moment des faits. 49 ans en 1912. Et qui êtes-vous? Je suis le fondateur de la White Star Line. Avez-vous survécu? Oui, j'ai pris un canot de sauvetage. C'est en effet ça. Puisque vous avez été jugé comme l'un des principaux responsables de cet événement très tragique. Vous avez, l'année suivante, perdu tout ce que vous possédiez. La direction de l'UMM Co. et la White Star Line. Ce que vous ne vous attendiez pas du tout. Sauf que quelqu'un d'autre tire les ficelles dans l'ombre.
quelqu'un de plus intelligent. Vers la moitié de votre vie, vous reprenez le travail à Londres et à Liverpool. J'ai bien résumé? Parfaitement. Enquêteur James, je vais interroger le capitaine Smith. Très bien. Vous êtes bien Edward Smith, le capitaine du Titanic? J'étais âgé de 62 ans au moment des faits que vous m'accusez. Exactement. Vous vous demandez sûrement si j'étais le plus adepte d'être le capitaine du Titanic, le plus grand et luxueux navire du monde. Dites-moi. Eh bien oui, madame la commissaire, puisque j'étais le meilleur marin et le mieux payé de la White Star Line. C'est admirable d'avoir un héros comme vous. Vous avez sauvé des femmes et des enfants à bord. Eh bien oui, en tant que capitaine du navire Titanic, je suis le seul maître à bord de mon navire. Je dois mettre le code d'honneur. Donc les femmes et les enfants d'abord. Madame la commissaire. Benjamin Guggenheim. Vous êtes homme d'affaires. C'est ça. Âgé de 46 ans au moment des faits. Exact. Vous êtes mort. Vous avez privilégié la survie de votre femme en l'aidant à monter dans un des canots. Je ne voulais pas l'abandonner. Mais vous avez décidé de rester dans le navire. Exact. Vous êtes mania du cuivre. Et homme d'affaires comme on vient de le dire. Les affaires sont-elles rudes? Oui, tout à fait. Pensez-vous que des concurrents auraient orchestré votre meurtre? Non, je ne pense pas. Non. Pas de sûr. Oui. John Jacob Astor IV. Vous êtes l'homme le plus riche du navire. Vous êtes homme d'affaires. Et vous appartenez à la plus grande des grandes familles qui s'est fondée sur un immense empire financier. Vous en savez des choses, inspecteur. C'est le boulot de l'inspecteur de tout savoir. Faites votre boulot d'inspecteur, faites. Votre fils, à votre mort, héritera d'une immense fortune. Mon fils n'est qu'étudiant à Harvard. La fortune est estimée à 200 millions de dollars. Mon fils ne peut pas me tuer, moi. Monsieur, je suis inspecteur. Je dois prendre toutes les hypothèses inimaginables. Madeleine Astor, vous n'êtes pas morte lors du naufrage du Titanic, puisque vous étiez enceinte. Mon mari et moi étions en lune de miel. Nous avons fait le nid, puis Naples, et nous voulons rentrer aux États-Unis quand cette tragédie s'est passée. Une histoire tragique, en effet. Mon mari s'est occupé de moi durant toute l'embarcation. Très bien, j'en ai terminé. Je n'ai plus de questions à vous poser. Vincent Astor, vous êtes homme d'affaires. Mais le plus important, c'est que vous êtes le fils de John Jacob IV. Vous deviendrez plus tard l'un des hommes les plus riches d'Amérique. C'est bien moi. Cependant, à l'époque du naufrage, j'étais encore étudiant. Votre père me l'a déjà dit. Mais vous me soupçonnez donc toujours? Bien sûr. C'est mon boulot. Monsieur Isidore Strauss, vous étiez représentant des États-Unis d'Amérique au Congrès, dont vous étiez député. Mais vous êtes mort lors du naufrage du Titanic avec votre femme. Oui, mais j'étais aussi le propriétaire des magasins Macy's. Restons dans la politique, voulez-vous? Si vous voulez. Pour quel district travaillez-vous? J'étais représentant du 15e district de New York en 1894. Très bien. C'était il y a longtemps. Nous allons donc écarter ce sujet de l'enquête. Mais dites-moi, Isidore, vous êtes d'origine juive. L'antisémitisme n'avait pas disparu à l'époque. Souvenez-vous de l'affaire Dreyfus, en 1894. Oui, mais pour être honnête, je ne pense pas que quelqu'un souhaiterait me tuer et tuer des milliers d'innocents juste pour ma religion. Très bien. Merci. Monsieur James Paul Moody, vous aviez 24 ans au moment des faits. Vous n'avez pas survécu au naufrage. Qui étiez-vous? J'étais 6e officier. Vous aviez été éduqué lors d'une famille, par une famille.
et vous avez reçu une éducation prestigieuse. Vous étiez prometteur à la White Star Line. Oui, c'est ça. Vous aviez privilégié la survie de vos passagers plutôt que la vôtre, puisque vous n'êtes pas monté dans un canot de sauvetage. En tant que membre d'équipage, je ne pouvais pas me permettre de prendre la vie d'autres passagers. Il devait rester quelqu'un sur le navire pour aider les passagers restants. Après le championnat. Monsieur J.P. Morgan, vous êtes le vrai propriétaire du Titanic. Et pourtant, vous n'étiez pas dans le navire au moment des faits. Vous étiez à Aix-les-Bains, en France. Ce qui n'était pas le cas de vos concurrents économiques, qui eux étaient contre la fabrication de la réserve fédérale qui vous appartenait. Pourquoi avez-vous annulé votre billet? La France modifie ses lois pour éviter que les Américains ne puissent exporter du matériel et de l'art. Donc je me suis directement rendu à Paris. Donnez-moi un deuxième argument. J'étais gravement malade et j'ai préféré me reposer et fêter mon anniversaire avec ma maîtresse à Paris. Votre deuxième argument contredit la première, monsieur J.P. Morgan. Soit vous travaillez, soit vous vous reposez. Cependant, j'ai trouvé que vous alliez mourir 1 an après que le Titanic coule. Et, à l'âge de 75 ans, Mais quel mornement nul! monsieur J.P. Morgan, sachez que vous êtes mon principal suspect. Principal suspect? Je suis très honoré de rencontrer Margaret Brown, alias l'insubmersible Molly Brown. Et moi, le très célèbre James Jacob Davis. Vous avez réussi dans le Colorado en étant actrice. Oui, et notamment grâce à l'aide de mon mari, James Brown, nous sommes devenus millionnaires et avons fait affaire dans la haute société. Vous aviez 45 ans en 1912. Oui, j'ai également été militante et défenseuse des droits des femmes. Et on m'a dit que vous aviez été surprenant lorsqu'il devait s'agir de sauver des passagers, contrairement à certains membres d'équipage. Et le quartier maître James a été désagréable, déplorable et rocambolesque. Eh bien, je suis très ravi d'avoir voté avec vous. Monsieur George Washington Vanderbilt II, vous avez décidé d'annuler votre billet quelques minutes avant le départ du Titanic. Mais vous mourrez 2 ans après, à l'âge de 51 ans. Nous avons décidé de prendre l'Olympique qui partait quelques minutes avant le Titanic. Quelle drôle d'idée. Nous allons prendre le Titanic, qui était le plus grand, le plus luxueux et le plus moderne bateau de tous les temps, mais simplement prendre son jumeau. La sœur de ma femme m'a dit que les premières traversées étaient quelque peu mouvementées. Nous avons donc changé d'avis. À la dernière. Très intéressant. Merci. Monsieur Alfred Ginn Vanderbilt. Vous êtes le neveu de George Washington Vanderbilt II. Vous êtes mort 3 ans après le naufrage du Titanic, dans le naufrage de Lusitania. Oui, Le 7 mai 1915, n'est-ce pas? oui, à 38 ans. Mais vous avez sauvé plein de passages. Oui. Merci. Vous êtes la femme d'Isidore Strauss. Mais vous êtes morte lors du naufrage du Titanic, en voulant rester aux côtés de votre mari. J'avais 63 ans. Et mon mari et moi, on était mariés depuis 41 ans. J'aurais dû monter sur le canot numéro 8. Mais j'ai refusé, puisque mon mari ne pouvait pas y aller. Que s'est-il passé après? Nous sommes restés sur des transats. Vous êtes une femme d'affaires américaine. Votre mari l'était aussi. Pensez-vous que vos concurrents auraient pu orchestrer votre assassinat? Je ne pense pas. Bien que les affaires soient un monde dangereux, aucun de mes concurrents n'aurait eu les moyens pour financer un tel assassinat. Mais vos enfants, en revanche, bien éduqués, ils hériteront d'une fortune titanesque à votre mort. Aucun de mes enfants ne m'aurait tué. J'en avais 7. Et une fois notre fortune divisée, cela fait beaucoup moins pour chacun.
Très bon raisonnement. Merci. Vous êtes Ellen Bird, 31 ans en 1912. Êtes-vous morte durant le naufrage? Non, je meurs en 1949. Vous étiez bien la femme de chambre des Strauss, qui, eux, sont morts. Vous vouliez peut-être venger de quelque chose. La voler. Ida m'a donné en cadeau ses bijoux et son manteau de fourrure, Ah, que je veux vouloir rendre à leur fille une fois arrivée aux États-Unis. Mais elle refuse en disant que c'est un cadeau de ses parents et qu'elle ne peut pas les voir. qu'avez-vous fait après le naufrage? Je suis restée femme de chambre, mais pour la famille de Frédéric Roquet-Spédam. Très bien. Merci de votre amabilité. Vous êtes Edith Rosenbaum. Vous aviez 31 ans lors du naufrage. Et vous étiez acheteuse et styliste. Oui, et j'ai survécu. Vous avez intégré aussi le Woman Wear Daily en 1910. Eh bien oui, j'étais même une correspondante, mais je dois bien avouer que je ne vois pas le rapport de votre question avec le Titanic. Vous avez des enfants? Eh bien non. Très bien. Très très bien. Alors c'est donc ça vos questions pour essayer de déterminer si je suis la coupable, c'est ça? Mais enfin c'est ridicule. Le but de cet interrogatoire, madame, est de mettre en panique les suspects. Et je vois que vous n'êtes pas en panique. Merci. Mon interrogatoire est terminé. Nous avons vu cela. Je pense que nous devons faire des enquêtes séparées afin d'avoir des suppositions différentes. Très bonne. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé, inspecteur? Le suspect a retiré définitivement son Edith Rosenbaum, Isidore et Ida Strauss, ainsi que Ellen Bird. Sans compter Margaret Brown, nouvelle riche de l'époque, et Benjamin Guggenheim. Il ne faut pas oublier Madeleine Astor, la femme de l'homme le plus riche du navire. À sa mort, son héritage, son mari, elle se verra héritée de 5 millions de dollars seulement et seulement si elle ne se remarie pas. Sauf qu'elle se remarie en 1916 avec un certain William Lyric. Mais il ne faut pas oublier que son mari était banquier. Mais il se divorce en 1933 et elle se remarie l'année suivante avec un acteur italien du nom de Enzo Piermonte. Ils se divorcent d'eux-mêmes en 1938. Elle meurt 2 ans plus tard d'une maladie cardiaque à l'âge de 46 ans. Il y a notamment 3 familles connues à l'époque, notamment la famille Astor, une famille anglo-américaine d'origine allemande. Cette famille s'installe à Londres et à New York, mais elle est surtout connue pour leur prééminence dans le monde de la finance et de la politique. Il y a aussi la famille Rockefeller, famille industrielle, de banquiers et d'hommes politiques américains. Ils se sont enrichis grâce à l'industrie pétrolière. À sa tête, John Davidson Rockefeller, premier milliardaire américain. Mais aussi la famille Vanderbilt, dont on en a déjà parlé. C'est vrai, en effet. Sauf que nous n'avons pas assez parlé de la chaudière numéro 5,
qui, elle, était en feu tout au long du voyage. Et elle a affaibli la paroi étanche numéro 5, qui était en feu, et qui laissait entrer 2 seaux d'eau par heure avant l'heure de la collision. Merci, inspecteur James Jacob Davis, pour votre rapport. Cela nous aide beaucoup pour notre enquête. Toujours en retard, celle-là. Il y avait des bouchons. J'ai voyagé en 1912 et j'ai vu la vraie facette des suspects. Quelle est-elle? Le premier officier Murdoch a été initialement promu en tant que second capitaine, sauf que Henry White a pris sa place. Il me semblait que c'était ça. Ismay a dit que pour régler le problème de la cheminée numéro 5, il fallait faire appel aux pompiers qui, eux, éteindraient le feu durant la traversée. Au tout début, le second capitaine était parti sans laisser les clés de là où se rangeaient les jumelles. Je pense que Murdoch aurait peut-être voulu se venger. De qui? Du second capitaine Henry White, voyons. C'est vrai. Merci. Mais pensez-vous que le capitaine Smith ait un quelconque rapport avec ce changement de dernière seconde? Je pense qu'ils auraient dû prendre le meilleur des équipages pour le meilleur des navires. Oui, mais ce raisonnement est totalement contradictoire. Puisque s'ils avaient choisi le meilleur des équipages, avec le meilleur des navires, pourquoi l'aurait-il coulé juste après? Pour moi, Ismay est notre suspect idéal. C'est l'un des hommes les plus riches du navire. Et pourtant, il a survécu. Qui n'a pas survécu en revanche? Les millionnaires américains, le capitaine ou encore l'architecte. Pour moi, il faudrait qu'on se penche sur Ismay. Oui, mais souvenez-vous que le vrai maître du jeu, c'est J.P. Morgan. Je pense que l'on peut récapituler les moments importants qui précèdent le naufrage afin de ne pas se tromper en soupçonnant quelqu'un qui n'aurait pas dû être soupçonné. Je pense que c'est une excellente idée. Si tout le monde est partant, je suis partante. Sachez que lors du naufrage, 5 des 7 compartiments étanches ont été touchés. Et oui, sauf que le navire aurait pu ne pas couler si 4 des 16 compartiments avaient été seulement touchés. Mais devinez quoi? Le 5e, quelques mois auparavant, que dis-je, quelques semaines auparavant, un incendie s'est déclaré, affaiblissant la paroi numéro 5. Mais, après la 5e, que s'est-il passé? Vous allez me dire, c'est la 6e, c'est normal, après la 5, c'est la 6. Sauf que non, la 6e n'a pas été touchée. Non, là, c'est la faute des passagers, qui ont malencontreusement ouvert les hublots, qui ont fait entrer l'eau à l'intérieur de leur chambre. Et oui. Sauf que, d'après nos calculs, seulement 12 hublots ouverts auraient suffi à tout simplement diviser le temps du naufrage par 2. Sauf que là, on ne parle pas de 12 hublots ouverts, mais de centaines et des centaines. Alors vous imaginez, le naufrage a duré 3 heures. Combien de temps aurait-il pu durer si les hublots n'avaient pas été ouverts? Les autres navires avaient prévenu le Titanic que les glaciers étaient plus grands et plus nombreux que la normale. Il s'agissait d'un MLG. Des messages prioritaires et à transmettre au commandant. Le capitaine les a bien lus. Ces télégrammes. Et pourtant c'est la faute ultime. Il a manœuvré plus au sud et il n'aurait pas dû. Voulant prendre contact avec Terre-Neuve, le Titanic demande alors aux Californiens de ne plus leur envoyer de messages.
Ainsi, l'opérateur du Californian est parti se coucher. 10 minutes plus tard, les messages du Titanic heurtent l'iceberg. Et les messages d'alerte ne seront donc pas entendus par le Californian avec la salle des machines qui est éteinte. Le retard de la construction du Titanic à cause de la reconstruction de l'Olympique a fait retarder le voyage inaugural en avril, pile au commencement des glaciers dans l'océan Atlantique Nord. Mais l'année 1912 n'est pas comme les autres années. En effet, d'habitude, il n'aurait dû y avoir que 125 icebergs cette saison-là. Pourtant, en 1912, il y en a eu 400. Le voyage des 7 jours était un cauchemar dont certains ne se réveilleront jamais. Le bateau allait à la vitesse de 22 nœuds au lieu de 18. C'était presque un danger. Mais Smith, lui, croyait que le bateau était insubmersible. Le Titanic était créé de la même manière que l'Olympique. Les navires envoyaient des SOS afin de prévenir de la localisation des icebergs. Mais le morse existait pourtant. Savez-vous que du brouillard avait eu lieu lorsque le Titanic avait heurté l'iceberg? Le brouillard avait provoqué la disparition de cet iceberg comme au désert, une sorte d'hallucination optique. Et oui, saviez-vous qu'il a fallu 37 secondes à Murdoch et ses hommes pour faire reculer le navire et dévier le trajet. Sauf que le danger n'était pas l'iceberg qu'on voyait, mais le dessous de l'iceberg. Et cela, c'était le problème. Parce que l'iceberg a heurté le Titanic et provoqué ainsi des boulons qui étaient très de mauvaise qualité. C'était en fer. En fer et au lieu de l'acier. Faute de moyens. Ils avaient tout mis sur la réparation de l'Olympique qui avait eu un accident quelques mois plus tôt. Et vous aviez une hypothèse? Bien sûr, j'ai une autre idée. Prenez exemple sur la Première Guerre mondiale, qui a d'abord eu lieu en 14 et qui a fini en 18. Il y aura bien sûr 20 millions de morts et 21 millions de blessés. Il y avait la triple entente, où il y aura la France, la Russie et la Grande-Bretagne. Et il y aura face à eux la triple alliance, c'est-à-dire l'Autriche-Hongrie, l'Italie et l'Allemagne. À cause de quoi il y aura cette guerre? L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand en 1914 à Sarajevo, si je me trompe. C'est bien ça. Mais qui l'a tué? C'est tout simplement un étudiant du nom de Gavrilo Princip qui faisait partie de la Manoir, je crois. Oui, voilà, de la Manoir, qui fait partie de cette société créée en 1910, où je ne me trompe pas, et il a rejoint cette société à partir de 1911. Oui. C'est relativement peu s'il aurait orchestré. Oui, je suis d'accord, parce que la jeunesse à l'époque prenait en compte que pour combattre les humiliations et les injustices dans ce monde. Donc, cette Première Guerre mondiale n'est pas la justification de ce plan diabolique. Non. Moi, en revanche, j'ai une autre hypothèse. La famille Vanderbilt. Cette célèbre famille, l'une des plus importantes des États-Unis, avec comme membre incroyablement puissant George Washington Vanderbilt II. Le connaissez-vous? J'ai entendu le nom. Eh bien, ce dernier a reçu énormément d'argent grâce aux nouvelles innovations, avec l'invention de la machine à vapeur, a eu énormément d'argent grâce aux innovations de l'époque. Et oui, ce membre permanent, c'est George Washington Vanderbilt II. Oui, ce dernier avait annulé son billet parce que la sœur de sa femme qui s'appelait Edith Vanderbilt, et sa sœur Nathalie, eh bien cette sœur-là, je la trouve un petit peu suspecte. Voyez-vous? Pourquoi ça?
elle avait dit au mari de sa sœur qu'il ne fallait absolument pas prendre le bateau, le Titanic, puisque toutes les traversées, les départs inaugurables étaient chaos. Avait-elle prédit que le Titanic allait sombrer? Je le demande, sauf que moi j'ai poussé mes recherches un petit peu plus loin. En effet, le père et la mère de Nathalie faisaient des collections de livres, donc rien à voir avec quelconque complot du Titanic, n'est-ce pas? Oui. Et la fille aussi s'y est mise, collection de livres. En parlant de collection de livres, j'ai un livre à terminer, d'1 milieu sous les mers. Je vous laisse. Moi de même. Pour mon équipe et moi, c'est enfin clair. Le véritable coupable est J.P. Morgan. Cet homme aura profité des marchés car tous ses concurrents sont morts. Il est mort à l'âge de 75 ans, alors que le taux de mortalité était de 50 ans à cette époque. Il n'était pas le seul motif, car certains membres d'équipage étaient au courant de certains problèmes techniques survenus sur le bateau. Les passagers ne sont pas pour rien, car en ouvrant les hublots pour voir ce qui se passait, ils ont fait accidentellement couler le navire.